Bonjour, donc on va vous présenter aujourd'hui les caractéristiques de forme. Alors, outre les paramètres de tendance centrale et de dispersion qui sont les plus utilisés tant dans la pratique qu'en théorie, d'autres coefficients dits de forme et d'aplatissement permettent d'affiner davantage l'analyse d'une distribution statistique. Les paramètres de forme permettent de mesurer la symétrie ou la dissymétrie d'une distribution. Alors, une distribution est dite symétrique quand les observations sont également dispersées de part et d'autre de la valeur centrale. Alors, le premier indicateur de la symétrie d'une distribution est la comparaison moyenne, médiane, mode. Quand la moyenne arithmétique est égale à la médiane qui est égale à son tour au mode, alors la distribution elle est symétrique. Alors si le mode est inférieur à la médiane, alors qui est à son tour inférieur à la moyenne, la distribution en question est dite dissymétrique à gauche. C'est-à-dire la distribution est étalée à gauche. Alors si le mode est supérieur à la médiane, qui est à son tour supérieur à la moyenne, la distribution en question est dite dissymétrique à droite. Pour mesurer la symétrie d'une distribution statistique, alors des statisticiens ont élaboré des coefficients. Il y a le coefficient du Joule, comme premier coefficient de mesure de la symétrie. Alors ce coefficient est calculé sur la base de la position des quartiers. Il est donc égal au numérateur, nous avons Q3 moins Q2, moins, entre parenthèses, Q2 moins Q1, et au dénominateur, nous avons Q3 moins Q2, plus, entre parenthèses, Q2 moins Q1. Alors après simplification, nous allons obtenir Q3 moins Q1 moins 2 qui 2, le tout sur Q3 moins Q1. Alors, si le coefficient de Joule est égal à 0, alors la distribution est symétrique. Alors, s'il est positif, la distribution est dissymétrique à droite. Alors, s'il est négatif, la distribution est dissymétrique à gauche. Alors, ce commentaire sera le même pour les trois coefficients que nous allons donc vous présenter tout de suite. Alors, il y a le premier coefficient de Pearson est égal au numérateur, vous avez x bar moins le mode, et au dénominateur, vous avez l'écart type, c'est-à-dire sigma. Le deuxième coefficient de Pearson est égal au numérateur 3 fois, entre parenthèses, x bar moins la médiane, le tout sur l'écart type, sigma. Le dernier indicateur de forme que nous vous proposons est le premier coefficient de Fisher, le coefficient Fisher 1, qui est égal à gamma 1. Alors, au numérateur, nous avons mu3, le moment centré d'ordre 3, et au dénominateur, nous avons sigma à la puissance 3, c'est-à-dire l'écart type à la puissance 3. Alors, les quatre derniers coefficients mesurent la forme de la courbe relative à la distribution étudiée. Alors, trois situations se présentent. La courbe est symétrique lorsque ces coefficients sont nuls. La courbe est asymétrique à droite quand ces coefficients sont positifs. Et la courbe est dissymétrique à gauche si ces paramètres sont négatifs. Maintenant, nous allons essayer de voir quelle sera la forme de la distribution qui a fait l'objet des applications antérieures. Ainsi, pour connaître la forme d'une distribution, nous avons besoin soit de faire la comparaison mode, médiane, moyenne, ou soit de calculer un seul indicateur parmi les quatre vus auparavant. Pour connaître la forme de la distribution du chiffre d'affaires des 400 entreprises, nous avons opté pour le coefficient du Joule, du moment que nous avons déjà calculé les trois quartiles au niveau de la séquence 1 de la semaine 3. Donc, après calcul, le coefficient du Joule est négatif. La distribution est alors asymétrique à gauche. Voilà, donc pour cette séquence. Pour la séquence suivante, donc il sera réservé toujours à la détermination de la forme de la distribution, mais cette fois-ci du côté de l'aplatissement. Alors bonjour, une variable statistique peut être présentée sur un tableau. Elle peut être représentée graphiquement, elle peut être résumée via une caractéristique de tendance centrale. En plus, nous pouvons calculer la dispersion d'une variable autour d'une caractéristique de tendance centrale. La courbe ou le graphe de cette variable peut être symétrique, peut être asymétrique.
Ça a été donc le propos de la séquence 1 de la semaine 4. Le contenu de la séquence 2 de cette semaine consiste à savoir est-ce que notre distribution est-elle normale, est-elle aplatie ou est-elle pointue? Alors dans cette séquence, notre objectif est d'étudier l'aplatissement d'une variable statistique quantitative. Alors l'aplatissement est mesuré par le coefficient 2 de Fisher, gamma 2. Le coefficient 2 de Fisher, ou gamma 2, est égal au numérateur mu4, le moment centré d'ordre 4, qu'on divise par l'écart type sigma à la puissance 4. De ce rapport, on va retrancher 3. Alors, le coefficient d'aplatissement est donc égal mu4 sur sigma puissance 4, le tout moins 3. Alors, si ce coefficient est nul, alors la courbe de la distribution étudiée est normale. Si elle est positive, alors la courbe de la distribution étudiée est pointue. Si elle est négative, alors la courbe de la distribution étudiée est aplatie. Alors maintenant, nous allons reprendre l'exemple de la population des entreprises étudiées en fonction du chiffre d'affaires pour connaître la forme de cette distribution en utilisant le coefficient gamma 2 qui mesure l'aplatissement. Alors celui-ci, il est composé de mu4 et de sigma 4. En fait, de mu4 et de sigma à la puissance 4. Alors, mu4, c'est le moment centré d'ordre 4, et le sigma puissance 4, c'est la variance au carré. Ainsi, donc, le tableau du calcul nous a donné un mu4 et sigma puissance 4. Tout calcul fait, alors le coefficient de Fisher de gamma 2 est égal à moins 1,06. Alors, nous avons un signe négatif. Alors, la courbe de la distribution du chiffre d'affaires, elle est aplatie. Et donc, dans la séquence suivante, nous allons donc étudier la notion de concentration via donc, la courbe de Lorentz et l'indice de Gini. Merci. Bonjour, dans cette séquence, nous allons vous proposer une notion importante dans les études socio-économiques. Il s'agit de la concentration ou la mesure des inégalités, surtout celle des revenus. Ainsi, on parle de la concentration des salaires aux mains d'une minorité de hauts fonctionnaires, la concentration des bénéfices réalisés par les grandes entreprises, la concentration des exploitations agricoles aux mains des grands fellahs, la concentration du chiffre d'affaires, du pouvoir, du revenu, etc. Alors, dans la statistique descriptive, l'étude de la concentration peut se faire en s'appuyant sur une analyse de la courbe de concentration de Lorentz. L'évaluation de la concentration peut être faite aussi en calculant l'indice de Gini. Le premier outil de mesure de la concentration peut se faire via la courbe de Lorentz, qui met en relation les fréquences cumulées croissantes en pourcentage, en abscisse, et la masse globale du caractère cumulée croissante en pourcentage, NIXI, sur la somme des NIXI cumulés croissants en pourcentage, en ordonnée. Alors, si la courbe de concentration se confond avec la première bissectrice, alors l'égalité est parfaite. Plus cette courbe s'éloigne de la première bissectrice, plus l'inégalité devient importante. C'est-à-dire plus il y aura de la concentration. Alors, pour ce qui est de l'indice de Gini, mesurant les inégalités, il est égal au rapport entre l'aire de concentration sur l'aire du triangle se trouvant au-dessous de la diagonale. L'indice de Gini est donc égal à grand A sur grand A plus B. Il est aussi égal à 1 moins B sur 5000. 5000 est la surface de la moitié du carré CDEF. Or, la surface des CDEF est le côté au carré, c'est-à-dire 100 multiplié par 100. La surface B est égale à S, qu'on a supposé former de 5 surfaces. S1 est l'aire d'un triangle qui est égal à la base fois la hauteur divisée par 2. Les autres surfaces sont sous forme de trapèze, dont l'aire est égal à la plus petite base plus la plus grande base, le tout multiplié par la hauteur divisé par 2. Alors, une fois l'indice de Gini est calculé, nous pouvons faire des commentaires.
Ainsi, donc, si l'indice de Gini est égal à 0, alors il n'y a pas de concentration, et l'égalité, elle est parfaite. Mais si l'indice est égal à 1, alors la concentration est maximale, et l'inégalité, elle est parfaite. Entre les deux valeurs, la concentration pourrait être qualifiée de faible ou de forte, selon que l'indice de Gini s'approche respectivement de 0 ou de 1. Alors, dans le point suivant, nous allons donc reprendre l'exemple du chiffre d'affaires des 400 entreprises. Et cette fois-ci, l'étude statistique portera sur la concentration du chiffre d'affaires. La question que nous allons donc poser, y a-t-il une concentration des chiffres d'affaires chez une minorité d'entreprises ou au contraire, il y a une répartition plus ou moins égalitaire du chiffre d'affaires entre toutes les entreprises étudiées? Tout d'abord, la courbe de Lorentz est un graphique qui met en relation la fréquence, ou plutôt les fréquences cumulées croissantes en pourcentage, ou tout simplement les pourcentages cumulés croissants avec les Q cumulés croissants en pourcentage. Sachant que Q, c'est NIXI sur la somme des NIXI. Alors, d'après le graphique obtenu, nous pouvons conclure qu'il y a une faible concentration du chiffre d'affaires du moment que la courbe est proche de la première bissectrice. Et pour s'assurer que ce résultat est correct, nous allons donc le vérifier via le calcul de l'indice de Gini. Ainsi, donc l'indice de Gini qui est égal à 1 moins la surface grand S sur 5000, avec S est égal à S1 plus S2 jusqu'à S7. S1 est la surface du triangle hauteur fois base divisé par 2, égale 10 fois 3,35 divisé par 2, ce qui donne 16,75. Les autres surfaces sont celles des trapèzes. Alors, je vais prendre un exemple d'un trapèze. S6 donc, est égal à, entre parenthèses, grande base plus petite base multiplié par la hauteur divisé par 2. Alors donc, S6 égale petite base qui est égale à 50,35, plus grande base qui est égale à 80,47, qu'on va multiplier par la hauteur, alors qui est mesurée par 87,5 moins 65, le tout divisé par 2. Alors ce qui nous donne une surface égale à 1471,725. Alors tout calcul fait, la grande surface S, formée des 7 surfaces, il est égal à 3927,275. Et ainsi, donc, on a obtenu l'indice de Gini comme étant égal à 0,22. Donc, nous confirmons le résultat obtenu lors de la présentation de la courbe de Lorentz. Il y a effectivement une faible concentration du chiffre d'affaires. Alors ici, nous ne pouvons pas dire que la règle de Pareto 20-80 est applicable, c'est-à-dire 20% des entreprises réalisent 80% du chiffre d'affaires. Il y a plus ou moins une répartition égalitaire du chiffre d'affaires et merci pour votre attention.